Bonjour, bonsoir dans ce top 2020, c'était quand même une belle année de merde, mais pour le cinéma, contrairement à ce qu'on pense, c'était plutôt une bonne année. Au moins il n'y avait pas que des blockbusters, il y avait aussi des films d'auteur, et cette année c'est parfait, parfaite égalité, comme dirait Thanos, il y a 5 films que j'ai vus au ciné et 5 films que j'ai vus à la maison. Alors en tout il y a juste 2 films qui sont sortis juste sur les plateformes de streaming dans le top. Et tout là c'était sorti au cinéma mais j'ai pas eu le temps de les voir parce que justement ils avaient fermé. On va commencer directement avec le numéro 10. Drunk de Thomas Vinterberg. Et ce film c'est un film que j'ai pas eu la chance de le voir. J'avais dit dans ma critique de 30 jours max que j'avais pas vu Drunk. Mais heureusement je l'ai vu. Pas dans les bonnes conditions mais je l'ai vu quand même. J'ai téléchargé. Oui, je sais, jetez-moi la pierre, mais au moins je l'ai vu. Et franchement, j'ai bien fait de le voir parce que je pense que c'est un des meilleurs films de l'année, tout simplement. Mads Mikkelsen, il joue super bien. Tout le reste, le scénario, vraiment l'ambiance, la mise en scène, le côté documentaire, super. Franchement, tout est super dans ce film. Il y a vraiment, c'est un peu une ode à la vie, même si c'est à la fois très triste et très complexe. Oui, je trouve quand même que c'est un film magnifique, même si il est un peu long, il y a quelques longueurs et franchement on pourrait raccourcir. Et il y a quelques passages qui me saoulent, mais sinon ça parle de tout, ça parle de l'addiction à l'alcool, de tester ses limites, et aussi justement des bacheliers, du bac, de l'école. Franchement, à voir, pour moi c'est en numéro 10. En numéro 9... The King of Staten Island de Judd Apatow. Ce film, je voulais pas aller le voir à la base parce que j'avais pas envie. J'y suis allée en me disant bon, je sais pas qu'est-ce que ça va être. Et c'est un des meilleurs films de l'année. Clairement, c'est drôle, c'est touchant, c'est poétique. Et franchement, j'ai pas aimé tous les films du réal, genre voilà, ça m'attirait pas vraiment. Et ce film est très drôle. Il y a plein de petits gars, genre il y a une histoire sur un gamin qui veut se faire tatouer le Punisher. Vraiment, ce film c'est n'importe quoi, mais c'est beau. Ça parle de vivre dans l'ombre d'une figure paternelle qu'on a connue, d'une figure de la famille. Et en fait, au final, on se rend compte qu'elle est pas si bien. Et en fait, ce film, c'est un peu la vie d'un mec défoncé. Voilà. Je me suis cogné. Oui. Ce film est très bon. Je sais que les gens ne le mettront pas forcément dans le top. Mais pour moi, franchement, ça reste un des meilleurs films de l'année. Et surtout, un que j'ai le plus apprécié. J'ai beaucoup rigolé devant. Et je suis très heureux. On peut passer au numéro 8. En numéro 8... Mank, ou Manque, est un des moins bons David Fincher. Quand tu le compares avec The Social Network, Fight Club, voilà quoi. Franchement, c'est un des moins bons David Fincher. Je pense que c'est celui que j'aime le moins avec Alien 3. Mais je l'aime quand même parce que, en fait, un mauvais David Fincher, ça reste un bon film pour tous les autres cinéastes. Ce film, en fait, le problème, c'est que c'est ultra référencé. Vraiment, si vous n'êtes pas fan du cinéma des années 20 ou que vous n'avez pas les connaissances, déjà il faut avoir vu Citizen Kane. Déjà il faut avoir vu Citizen Kane, ça peut aider. Si vous n'avez pas les connaissances, vraiment ce film est à éviter. Il est sorti sur Netflix parce que vraiment c'est un projet qui lui tient à cœur, il voulait être le plus respectueux de son père, il avait peur des limites et un cinéma aurait pas... Une boîte de production autre que Netflix n'aurait peut-être sans doute pas accepté ce genre de truc. Mais franchement, j'adore, le noir et blanc est sublime, le son est saturé, enfin pas saturé mais brouillé juste comme il faut pour donner un petit effet d'années 30. T'as plein de références et on sent que ça passionne David Fincher. Le seul problème c'est que ça peut en laisser certains au bord de la route. Et en défaut, c'est un peu long. Il y a des scènes qui sont pas très intéressantes, genre notamment la scène où il discute de nuit dans un zoo avec une jeune femme. C'est très long, je me suis un peu ennuyée, j'avais un peu envie de dormir. Et en plus derrière on voyait des animaux genre des girafes et des éléphants en 3D mais dégueulasse. Je crois que c'est une des pires 3D que j'ai vues. Genre quitte à faire vraiment le truc comme les années 30, autant ne pas faire ça, vraiment. Mais bon. Mais là, j'en parle beaucoup en mal, mais en vrai, c'est un film qui est super. Gary Oldman est génial, ça se voit qu'il prend à cœur son rôle. La musique de Trent Reznor et Atticus Ross colle parfaitement à l'univers. Manque, c'est un incontournable si vous êtes fan de Citizen Kane. En numéro 7... The Gentleman de Guy Ritchie. Alors... Ce film me fume, vraiment, c'est un des films les plus drôles que j'ai vu cette année. J'essaie de prendre en compte l'aspect, qu'est-ce que j'ai ressenti par rapport à ces films, et celui-là vraiment, qu'est-ce qui me fait rire. C'est génial, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas Guy Ritchie, qui ont fait comme c'est Guy Ritchie devant David Fincher. Mais non, vraiment, ce film est très drôle et très bien réalisé. Je veux dire, t'as plein de bonnes petites idées de montage, des petits tricks, genre... C'est compliqué en fait, c'est un ensemble... C'est comme Snatch en fait, c'est une suite spirituelle dans l'esprit à Snatch.
Mais en fait c'est même totalement différent, on a un peu plus de mal à rentrer dedans au début, je pense que c'est ça surtout le souci. Mais en vrai, c'est génial, l'ambiance est parfaitement, les acteurs sont top, Matthew McConaughey c'est génial, t'as des allusions à un lion, et tout le monde est drôle en fait, c'est drôle, c'est tout. Par exemple, le personnage de Colin Farrell, qui est un espèce de boxeur, et sa tenue, mais c'est génial, c'est si drôle. T'as des tricks de montage, genre t'as un mec qui dit qu'il va pisser quand il sera mort, et le mec il le bute, et après il le fait vraiment. En plus c'est ultra bien rythmé, c'est ultra bien dynamique, et la fin quand ça brise le quatrième mur avec bon je dirais pas, mais franchement la fin c'est très drôle aussi, sans pour autant sortir du film. Et en plus, l'ambiance un peu british, voilà, on aime. J'adore Guy Ritchie, j'adore ce gentleman, voilà, on peut continuer. En numéro 6... Je t'aime, ce sont les mots les plus importants à dire dans une vie. Adieu les cons d'Albert Dupontel. C'est génial. Vraiment, le cinéma français, j'ai dit que je parlais en mal de 30 jours max, et j'ai dit que ce genre de merde, la comédie française qu'on produit, il y a aussi Play que j'ai pas aimé, mais là c'est... Là au moins ça a l'effort d'être créatif, mais c'est juste que Play c'est pas ma tasse de thé, vraiment, pas du tout, peut-être parce que ça part d'une époque où je n'étais pas là tout simplement, où voilà, ça ne me parle pas. Mais ce film est incroyable, c'est ultra déjanté, c'est ultra créatif, et c'est touchant surtout. Je veux dire, ça, ce genre de film français, oui, c'est créatif, j'en veux plus. Ne me donnez pas des merdes pas drôles comme 30 jours max, donnez-moi des vraies comédies intelligentes, pensées avec beaucoup de bienveillance. Albert Dupontel, en même temps, c'est un génie. Albert Dupontel, je pense que c'est un peu le Alain Chabat actuel. Il fait son effort, il fait les efforts pour que la comédie française revienne sur le devant de la scène, mais en bien. Et franchement, ça marche, vraiment, c'est un film ultra touchant. Petit bémol, par contre, il y a un caméo de Kian Kojandi qui... Je sais pas, c'est là, c'est pas si fou. Il y a une relation à la fin entre les deux personnages, et ça suggère que oui, c'est potentiellement le père de telle personne, et je trouve que c'est dommage parce que ça gâche le message du film. On aide les gens et compte essayer de vaincre la société sans avoir de liens spéciaux avec. Ça gâche un peu le message, mais ça reste quand même une grosse claque. Ok, du coup on peut passer au numéro 5. En numéro 5... Les Nouveaux Mutants de Josh Boone. Beaucoup de gens détestent Les Nouveaux Mutants. Je ne comprends pas pourquoi. La com vendait ça comme un film d'horreur. Il n'y a pas eu de reshoot les mecs. Le film était comme ça de base. C'est la com qui vous a vendu un film d'horreur, on a eu un film à une ambiance horrifique. Pas un film d'horreur. Et je vois pas le problème. Genre, oubliez la com, vraiment. Et c'est tout, parce que le film reste très bon. Alors certes le jeu d'acteur est pas fifou, il y a des FX qui sont un peu limités, mais franchement, ça déchire. Je veux dire, t'as des scènes à Buffy contre les vampires, les visuels sont magnifiques, ça traite bien la thématique de qu'est-ce qu'on fait après les X-Men. Et c'est pas grave si on réutilise des images de Logan, c'est justement pour montrer qu'il y a une suite logique dans cet univers. Et Les Nouveaux Mutants, je trouve que c'est un film extrêmement intéressant. Et vraiment, je vous le promets, déjà en termes d'action, je m'amuse, et c'est pas long, et ça fait du bien. J'ai vu le même jour que Tenet, franchement ça fait du bien. Vraiment, c'est pour se mettre dans le bain, et la musique, on n'en parle pas assez de la musique, en fait, toutes les musiques de ce top sont vraiment incroyables. Mais je vais pas revenir là-dessus, peut-être pour le premier et d'autres, mais on verra peut-être à partir du top. Bon, ça c'est fait, passons au numéro 4. En numéro 4... Jojo Rabbit. J'ai rien à dire. Franchement, réalisateur de Thor 3, mais c'est super, c'est sublime ce qu'il fait. Franchement, c'est une comédie drôle, bien pensée. Et pendant 2 heures, c'est pas on se fout de la gueule des nazis. Non, c'est bien pensé. Et en plus, ça te montre l'horreur de la guerre. Et en plus de ça, c'est vraiment très drôle. Taika Waititi en Hitler, c'est vraiment un gros oui. Une comédie sur les nazis, franchement, ça vaut le détour. C'est vraiment trop drôle, c'est hilarant. Alors, petit bémol, c'est un moment, t'as un personnage, tu sais pas pourquoi, de Sam Rockwell, tu sais pas pourquoi il prend cette décision. Bon, mais après, c'est pas grave, j'en veux pas, c'est une petite facilité scénaristique, mais franchement, tu passes vite là-dessus. C'est ultra bien pensé, c'est ultra touchant, franchement. Et il y a des gens qui disent ah, j'aime bien, mais je le mettrais pas en top film de l'année. Et bah, moi, franchement, oui, les visuels sont magnifiques, les acteurs jouent extrêmement bien, c'est drôle, c'est touchant. J'ai versé une petite larme. Jojo Rabbit, valeur sûre, foncez.
Alors, étant donné que je suis un gogol de l'espace, je viens de rattraper un film de 2020 parce que, je sais pas, je suis un peu con. Et du coup, j'ai décidé de le mettre à la même place que Jojo Rabbit parce que ce film est formidable. C'est Uncut Gems des frères Safdie. J'ai pas eu le temps de le voir, je sais même pas pourquoi, il est sorti en début d'année. Ce film est juste formidable. C'est ultra stressant, c'est ultra bien monté. C'est juste le meilleur rôle d'Adam Sandler. Oui, je le dis, meilleur que Punch Drunk Love. Tout ce que vous avez pu voir, tout ce qu'a fait Adam Sandler, et ça c'est meilleur. C'est ultra bien, c'est ultra créatif, et ça part dans les tripes psychédéliques alors que c'est quelque chose de très réaliste. Bon, c'est fini, je dis juste que voyez Uncut Gems, c'est en 4ème ex-aequo. Sur ce, on peut reprendre le top. Maintenant, on va passer au numéro 3. En numéro 3... Okay, I get it. Disney and Pixar Soul. Soul de Pete Docter. Je suis dégoûté de pas l'avoir vu au ciné. Non, franchement, ça me frustre en fait. Le film est pensé pour... Et je vais être honnête avec vous, le film est un des meilleurs Pixar, clairement. Franchement, Soul, vice versa. Non, je vous jure, c'est incroyable. Franchement, je m'attendais à... Tout le monde disait, oh là là, mais c'est surcoté, les gens... Non, vraiment, Soul, c'est une valeur sûre, vous pouvez foncer. Le personnage, c'est drôle, c'est attachant. Quand je suis sortie du film, je me suis dit... Je vais essayer de trouver un défaut. J'y suis pas arrivé. Vraiment, ce film n'a pas de défaut concret. Les visuels sont ultra intéressants, chaque partie est bien séparée. D'un côté t'as des couleurs pastel, bleu turquoise, magnifique. T'as des blagues sur la 2D, le quantique. C'est très drôle aussi, Soul. C'est vraiment très drôle. T'as des... Oui, donc il y a des personnages qui sont en 2D, 3D, vraiment, c'est ultra créatif. Et dans la partie âme, t'as la musique de Trent Reznor et Atticus Ross, t'as des petits tricks de montage, genre quand un personnage dit chute, et ensuite la musique s'arrête net. Et de l'autre côté, t'as la partie Pixar, avec un des Pixar les plus réalistes que j'ai vu de ma vie. Vraiment, les ombres, les tenues des personnages, c'est vraiment incroyable en fait. C'est le sommet de Pixar, ça. Vraiment, l'humour, les thématiques. En plus, c'est pas un film d'animation, genre, vite ta passion, ouais! Oui, c'est un bon message, mais c'est vraiment pas un film... je dirais que c'est pas un film pour les enfants. Je dirais que c'est peut-être pour les préadolescents, ou les adultes, voire plus, hein, mais tous les Pixar sont faits pour les adultes quasiment. Mais c'est pas vraiment un film qui a parlé aux enfants. Ça va te parler surtout de tes obsessions, et de ta passion, comment ça peut te détruire. Vraiment, c'est un film extrêmement nuancé, et il y a beaucoup de points de vue. Franchement, c'est génial, t'as des tricks de montage, t'as des sons, le sound design est magnifique. Soul, c'est un gros oui, et pourquoi ils l'ont pas sorti en salle, putain. Numéro 2. 1917 de Sam Mendes. Là, franchement, l'exploit technique, c'est ouf. Sam Mendes a toujours été un génie. Vraiment. Alors, il a commencé... déjà, il a fait American Beauty, qui était formidable. Je dirais pas que c'est le meilleur film de 99, parce que Fight Club. Mais franchement, American Beauty, c'est formidable. Ensuite, passer sur le reste de sa filmographie, je vais juste parler de Skyfall. Le plus grand James Bond qui soit. Vraiment, ce film parle extrêmement bien de James Bond. Bon, on n'est pas là pour parler de Sam Mendes. Et là, retour en force avec 1917. Je préfère 1917 qu'un Dunkerque. En fait, moi, dans Dunkerque, c'est vraiment un gros spectacle, un spectacle magnifique. Mais dans 1917, on va suivre les personnages en plan séquence. Vraiment, l'exploit technique est ouf. T'as plein de mini-détails, t'es vraiment plongé dans la guerre. En plus, le fait que ce sont des acteurs inconnus et que t'as des grosses figures, genre que Colin Firth ou Benedict Cumberbatch en général, ça renforce encore plus le sentiment d'oppression. Et franchement, ce film est stressant. C'est beau visuellement, l'exploit du plan séquence est ouf. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas aimé 1917 et disent ouais, je trouve pas ce qu'il y a d'incroyable par le plan séquence truqué. Non, franchement, 1917, c'est un excellent film de guerre et même un excellent film de Sam Mendes. Tout ce que vous pouvez aimer dans le cinéma de Mendes, vous allez le retrouver là. L'esthétique, les personnages, pour moi c'est un des meilleurs films de guerre avec Dunkerque et Il faut sauver le soldat Ryan. Foncez, c'est une valeur sûre, allez-y, franchement, vous pouvez foncer, il y a rien d'autre. Et du coup, voilà, je vais parler du premier. En numéro 1... Tenet de Christopher Nolan. C'est le film le plus imparfait d'Alice. Je déconne pas. Vraiment, c'est celui qui a le plus de défauts, je dirais, avec manque et... Vraiment, non, c'est... Il y a des scènes qui sont pas super bien montées, il y a quelques faux raccords par là, j'ai l'impression que le film s'est fait un peu charcuter.
Il y a de bonnes idées, mais les bonnes idées, gâchent le reste du film. Mais c'est celui vraiment où quand je le vois, j'ai le plus de plaisir à le voir, quoi. Je veux dire, j'adore Christopher Nolan. Là, vraiment, c'est du Christopher Nolan x 1000. C'est le boulevard de la mort de Christopher Nolan. C'est du Nolan à fond. L'esthétique froide, check. Il y a juste pas la musique de Hans Zimmer, le concept révolutionnaire, check. Il y a tout dans ce film, c'est formidable. Il y a le concept d'inversion, les acteurs sont incroyables, même s'ils sont en retrait. Il y a un peu il y a un peu d'émotion, oui, mais c'est un peu gâché, mais vraiment, le concept est formidable, c'est parfaitement bien exploité, et en plus, ça te montre que le temps est vraiment au-dessus des personnages, même si, en plus, ça arrive plus tard, le concept d'inversion, et c'est là où je me suis pris la plus grosse claque de cinéma cette année. La musique de Ludwig Göransson, je sais que beaucoup l'aiment pas, j'adore, franchement, Rainy Night in Tallinn, c'est magnifique, vraiment, je pourrais l'écouter encore. Et du coup... Qu'est-ce qui va avec Tenet? Pourquoi j'aime tant ce film? Le matin, je suis allé voir Les Nouveaux Mutants. Ça fait les cinémas en ouvert, mais je suis pas allé voir masse de trucs au ciné, puisqu'on venait d'être déconfinés. Donc, voilà, je suis pas allé au cinéma depuis longtemps. Je sors des Nouveaux Mutants, je me prends mes popcorn, je m'installe dans la salle, je me dis, cool, c'est du Nolan. Je m'attendais à un truc genre Inception. Voilà. Et j'ai pas eu d'Inception. J'ai eu quelque chose de formidable. Pas mieux qu'Inception, mais c'était formidable, vraiment. Je me suis assis dans la salle, les logos ont commencé, et là, explosion. Il y a explosion, le son, la réalisation, vraiment, les techniques, c'est... Mais vraiment, c'est fou. Je veux dire, c'est la meilleure scène de tout le film, le début. Franchement, c'est formidable. J'ai envie de vous mettre quelques extraits. Le sound design est magnifique aussi. Vraiment, les 10 premières minutes, les 11 ou 10 premières minutes, je sais pas combien, je dirais les 8. Voilà, les 10 premières minutes, vraiment, c'est là, le film, il donne tout ce qu'il a. Le début est vraiment incroyable. Et quand tu vois le logo, et bah tu te dis, si tout le film est comme ça, c'est génial. Et le film est comme ça. Le film... à 100% du Christopher Nolan dans son ADN. Vraiment, c'est juste que c'est Nolan à fond. Et du coup, les fans hardcore comme moi, ils vont adorer. Mais les autres, ils vont être sur le banc, quoi. Et je vois déjà les autres venir. Gna c'est compliqué. Si tu suis, c'est tout. Si tu suis et que tu regardes pas ou que t'es pas sur ton téléphone, tu suis un film, parce que c'est ce qu'on fait en général, genre vraiment t'écoutes tout le temps. Non, y a rien de compliqué. Un second visionnage, ça peut aider, mais y a rien de compliqué. Et voilà. Mais du coup, sur ce, je vous dis au revoir.